Nouvelle session d'information sur Maca Télévision. Bonsoir et bienvenue à tous à ce 20h. Édition dont sans plus tarder, voici les titres. Des milliers de fidèles musulmans du monde entier ont célébré en ce vendredi 21 avril la clôture du mois des Ramadans. Vous voyez sur ces images ici à Lombashi, un culte d'ensemble était organisé à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Une rencontre confirmant la réconciliation des deux groupes des musulmans qui étaient autrefois en opposition pendant quelques années. Le point, c'est au cours de ce journal. Nous parlerons également de cette crise politique interinstitutionnelle qui semble persister dans le Sud Kivu entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale où les députés motionnaires qui ne jurent que par le départ du gouvernement des Théo-Ngouabidje ont cette fois déposé un dossier de justice au parquet général près la Cour des cassations à Kinshasa, mettant en cause le gouverneur Théo Ngouabidje récemment réhabilité par la Cour constitutionnelle. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Madame, Messieurs, place à présent à votre journal. Dans cette édition, tout d'abord par cette nouvelle concernant le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui a reçu une audience dans son cabinet de travail jeudi 20 avril dernier. Le diplomate russe, représentant russe en République démocratique du Congo, Alexei Saint-Ebov, au menu de leurs échanges. La situation sécuritaire dans l'Est qui demeure encore préoccupante, les précisions dans cet élément. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, qui est souvent le théâtre des conflits armés entre différents groupes, ainsi que des violences et d'instabilité. La région est également connue pour ses riches ressources minérales, qui ont souvent été les sujets des disputes et des rivalités. Au sortir de leurs échanges, l'ambassadeur russe s'est exprimé en ces termes. On a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. S'agissant du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des éléments du M23, Saint-Ebov a tenu à ce que la cessation des hostilités de tous les groupes armés soit effective. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ces parties du pays. Il est probable que les deux parties aient discuté également des moyens de renforcer la situation humanitaire pour la population locale. Pour certains analystes, cette rencontre est un signe de la volonté de la RDC de renforcer ses relations avec la Russie, notamment en matière de coopération militaire et sécuritaire. A noter que plusieurs puissances tiennent à aider la RDC pour regagner la paix à l'est du pays. Et cette rencontre entre le diplomate russe en RDC et le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba est au centre des analyses. Certains observateurs estiment que l'appui de la Russie en cette période où la RDC a besoin de faire la paix et faire régner la paix dans sa partie orientale devra booster la communauté internationale ici à ne pas se croiser les bras et disons à réagir pour ne pas perdre son influence en Afrique. C'est ce que nous dit Alain Touta, analyste politique rencontré par Shadrach Kaïla et Prince Tingham. Nous avions eu comme grande puissance les États-Unis et les autres, et jusque-là, la guerre continue toujours. Alors si aujourd'hui nous avons la Russie qui veut nous aider ou qui veut que nous soyons quand même des partenaires, vraiment c'est une bonne chose pour nous. Vous savez, donc, la Russie et les États-Unis, donc la communauté internationale, n'est pas en bon terme avec. Donc ces deux pays ne sont pas en bon terme. Alors, le fait que la Russie sera derrière la RDC, cela va pousser à ce que la communauté internationale puisse agir plus vite et soit à l'est de la RDC. Sincèrement, nous avons beaucoup souffert. La RDC, donc nos mamans, nos sœurs sont violées, donc ils passent des moments très difficiles à l'est. Alors, si la Russie venait nous soutenir, je pense que cela va pousser à ce que la communauté nationale puisse
réagir le plus vite possible et que la paix soit à l'est de ce pays-ci. Nous avons l'ONU ici, il y a plusieurs années que l'ONU est en RDC, mais la RDC toujours, donc à l'est il y a toujours la guerre. Donc cela ne prend toujours pas fin. Alors si aujourd'hui nous ouvrons les bras aussi à la Russie, moi je pense que ça sera une bonne option et que nous espérons que l'est de la RDC sera quand même dans de bonnes conditions. Et en politique, après la signature des achartes par plus des 300 partis politiques et regroupements, l'Union Sacrée a annoncé sa sortie officielle le samedi 29 avril prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette nouvelle a été rendue publique jeudi 20 avril par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. C'était au cours d'une réunion organisée par le présidium de cette méga plateforme, disons à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa. Gombe, avec les présidents des partis politiques signataires de la dite charte. Ici est de noter que cette rencontre du 29 avril prochain sera une occasion pour l'Union Sacrée de démontrer sa capacité de mobilisation populaire. Et puis c'est une nouvelle sortie médiatique de Jean-Claude Muyembo face à la presse en ce vendredi 21 avril. Le patron d'Escode a abordé plusieurs questions d'actualité au niveau de la RDC en général et en particulier pour la province du Haut-Katanga. Jean-Claude Muyembo a évoqué devant la presse louchoise sa nouvelle vision politique dans l'opposition, mais aussi la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga, sans oublier la hausse du prix, la farine, des maïs. Ici, sans tergiverser, Jean-Claude Muyembo condamne ceux qui citent Moïse Katumbi dans l'affaire des farines. Les précisions dans cet élément des Marcel Kataya et Rolly Lokinda. Après avoir déploré encore une fois la recrudescence de l'insécurité et l'augmentation des cas de criminalité à Lubumbashi, Jean-Claude Muyembo s'est attaqué ensuite à ceux qui ont toujours indexé Moïse Katumbi d'être à la base de la hausse vertigineuse du prix de la farine de maïs. Leo bunga iko 100 000 fashingine 89 000 Bashimilande anasema ni juu ya Moïse. Bongo, vous êtes insauvable. Amuripake mandeni. Bantu beko natumika mu gouvernement provincial beko impayé 3 mois. Kumeri ushiseme. Sur le plan politique, l'ancien bâtonnier a expliqué aux journalistes les raisons de son absence à la récente rencontre des opposants qui s'est tenue à Lubumbashi. Bantu de l'opposition se réunir. Katumbi, Fayulu, Matata, Nadeli Sesanga. C'est tout à fait normal. Nous avons un seul objectif. Nous aussi, nous avons estimé. Banduku bengine, d'ici là mtajua, mashi tunafanya plateforme yetu électorale ya opposition. Ndio kusema tutaungana na bale bengine. Jean-Claude Muyembo a réaffirmé sa position d'être candidat à la présidentielle de cette année à RDC. Et puis, dans un contexte d'un taux des revenus marasmique, soit un salaire minime pour la plupart, la majeure partie de la population louchoise, la hausse du prix de la farine de maïs a vraiment impacté sur les quotidiens, le quotidien des plusieurs ménages qui sont astreints à changer leur régime alimentaire en adoptant la consommation des patates douces. À cet effet, la rédaction des Baleka a fait un zoom sur une famille locale qui a basculé vers la consommation de la patate douce en lieu et place la farine de maïs, très prisée ici à Lubumbashi, mais dont le coût n'est plus le même. Un sac de farine qui s'est négocié actuellement à près de 100 000 francs, une hausse drastique qui a sensiblement secoué le panier de la ménagère. Les précisions dans ce focus de Jérémy Jaffari. Le soleil est au zénith lorsque nous sommes allés à la rencontre de Élisée Kalukuta, une mère au foyer.
et les mères des 7 enfants, dont 2 sont avec elle à la maison, les 5 autres à l'école. Son mari est absent pour l'instant. Elle se dirige vers le marché accompagnée de ses 2 garçons. Sur les champs, cette femme préfère acheter des patates douces parce que ce dernière coûte moins cher. Une petite quantité s'évend à 2000 francs. Est-ce qu'avec ces patates, nous allons vraiment nous rassasier, moi et les enfants? Jusque demain, voilà les enfants qui meurent de faim. Depuis la hausse vertigineuse du prix de la farine de maïs sur le marché Louchois, plusieurs personnes sont obligées d'échanger des régimes alimentaires. Le cas de cette mère de famille qui, après avoir acheté des patates douces, le coupe en morceaux, le nettoie, les épluche, puis les met au feu pour la cuisson. Hapa tunashanje regime, tunaanza kula bilaji njoo ya nini? À présent, nous changeons de régime alimentaire. Nous mangeons maintenant les patates douces parce que le prix de la farine de maïs a haussé. Je ne pas 100 000 francs sur moi, raison pour laquelle je payais cette petite quantité de patates. Malgré que le prix d'un sac de 25 kilos de patates a grimpé aussi, c'est-à-dire il est passé de 40 000 francs à 100 000 francs. Lubumbashi en consomme beaucoup parce qu'elle joue presque le même rôle que le Boukari. Nous parlons toujours de cette flambée du prix de la farine de maïs sur le marché louchois qui n'a pas cessé d'étendre ses conséquences sur d'autres secteurs. C'est aussi le cas de la restauration où un plat de 5 000 francs est passé de ce prix à 8 000 francs, taraudant ainsi des clients qui sollicitent ou encore qui se rendent dans des restaurants. Les précisions dans cet élément de Jérémy Jaffari et Rolly Lokinda. Il discute au sujet d'un plat à manger. Quand il a servi son client, le prix qu'elle lui a annoncé n'a pas été satisfaisant. Pour elle, comme le prix d'un sac de farine de maïs a grimpé à 100 000 francs congolais sur le marché Louchois. Dans son restaurant, un plat revient maintenant à 8 000 francs, alors qu'il s'est négocié à 5 000 francs. Elle dit, auparavant nous mettions des boules à un grand volume, mais aujourd'hui cela est réduit car il y a hausse de prix de farine de maïs. Très en colère, son client a expliqué qu'il a mangé rien que 2 boules, mais le montant est fixé à 8 000 francs congolais. Après plusieurs supplications, cette serveuse est restée catégorique à son prix, d'où il est monté au créneau. D'habitude, on ne paye pas la nourriture à ces prix. Un plat revenait à 5 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, je suis surpris qu'il revient à 8 000 francs. Tout ceci fait suite à la hausse vertigineuse de prix de farine de maïs sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Dans certains restaurants, les assiettes et casseroles sont placées sur les étagères. 2 chaises, 2 tables sont inoccupées. Il est 12 heures. Lors du repas, Michel Magaribi, un client, se présente dans un restaurant. Il n'y a aucune personne. Il souhaite prendre un verre d'une boisson alcoolisée au lieu de manger, parce qu'un plat coûte cher. Quelqu'un qui vient au restaurant, c'est juste pour manger. Ou prendre sa bière. Mais mon objectif était de manger. Je posais la question à la maman. Est-ce qu'il y a la nourriture? Et quand c'est la nourriture, on m'a dit que non, on n'a pas préparé parce que on n'a pas de foufou. Il s'agit d'une situation alarmante qui se déroule à Lubumbashi. La plupart des Louchois préfèrent consommer le boukari fait avec la farine de maïs, qui fait partie du céréales ayant des composants nutritionnels à une bonne santé. Le maïs est l'aliment de base du Haut-Katanga. Parlons à présent de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, qui a lancé en ce vendredi 21 avril, lancé un lancement officiel d'une plateforme dénommée OCC Export. Il s'agit d'une plateforme élargie aux produits, de produits autres que les produits miniers marchands. L'objectif est donc de remettre à niveau les utilisateurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques et les partenaires de l'Office congolais de contrôle OCC. Les précisions dans ce reportage.
C'est en réponse à la nouvelle réglementation d'échange de la Banque centrale du Congo que l'Office congolais de contrôle a mis en place une plateforme intégrée de gestion des contrôles des exportations dénommée OCC Export. Le lancement officiel de cette plateforme a eu lieu à Lubumbashi ce vendredi 21 avril 2023. À cet effet, l'Office congolais a organisé une formation élargie à ses partenaires avec lesquels il travaille en interaction, entre autres les agences en douane, les exportateurs, la DGDA, la FEC et les banques. Paulin Pakassa est l'un des formateurs. Mon exposé de ce matin a porté essentiellement sur la procédure générale des exportations en République démocratique du Congo, c'est-à-dire partant de la demande d'inspection qui est soumise à l'Office congolais de contrôle par l'exportateur, jusqu'à l'émission ou l'établissement du certificat de vérification à l'exportation et à l'embarquement, en passant par toutes les autres étapes, c'est-à-dire l'examen de la demande d'inspection, l'ordre de contrôle. Nous avons aussi donc les analyses qui sont faites au niveau du laboratoire et les contrôles physiques. Sous la bénédiction du directeur général de l'OCC Étienne Chimanga, le directeur provincial AI de l'OCC Katonga, Kaenga Moulimbi, a rehaussé de sa présence cette séance de mise à niveau des utilisateurs de l'OCC Export qui ne sont autres que les inspecteurs de conformité, les opérateurs économiques et partenaires de l'OCC. Suivra la présentation proprement dite de nouvelles fonctionnalités de l'application. Suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, il a voulu qu'aujourd'hui, que l'OCC se modernise, que l'OCC puisse faciliter le travail des exportateurs que vous êtes. Ainsi donc, je déclare lancer officiellement la plateforme OCC Export élargie aux produits autres que les produits miniers marchands. Avec l'appui des manuels d'utilisation disponibilisés par l'OCC, les participants constitués des agents de l'OCC et les opérateurs économiques ont été visiblement outillés dans cette nouvelle réforme mise en place par l'Office congolais de contrôle, étant un auxiliaire de la Banque centrale en matière d'exportation et d'importation. Et je le disais tantôt au sommaire, des milliers des fidèles musulmans du monde entier ont célébré avec faste en ce vendredi 21 avril la clôture du mois des Ramadans. Ici à Lubumbashi, un culte d'ensemble était organisé à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Une rencontre qui confirme ainsi la réconciliation entre deux groupes des musulmans qui autrefois étaient en opposition pendant quelques années. Les précisions dans ces images et commentaires de Marcel Kataya et Prince Chingam. L'apparition de la lune a été observée le jeudi soir, ce qui a permis aux musulmans de clôturer les mois de Ramadan, dit Eid el-Fitri, l'un des 5 piliers de la religion islamique. Déjà aux heures matinales, ce vendredi 21 avril 2023, plusieurs musulmans louchois ont convergé vers l'esplanade du bâtiment du 30 juin pour un culte d'ensemble. L'exhortation a été axée notamment sur l'amour, la charité, la solidarité et la paix partout. Cette année a été un peu spéciale. Il y a eu réconciliation entre deux camps des musulmans de la République démocratique du Congo après un moment de division. Une satisfaction pour l'imam Aladji Seningoy. Un sentiment de joie partagé également par d'autres musulmans. Nous sommes tous, toutes les deux communautés. En tout cas, c'est une très grande joie, une très grande journée de partage, une très grande journée de consolation. C'est la joie. Après tout un mois de jeûne, quand on
doit manger la journée comme ça, on est en joie. Je suis le plus heureux de vivre. Après un mois de jeûne, hommes et femmes ont repris les habitudes alimentaires. La Eid el-Fitri, une grande fête à laquelle personne ne pouvait s'en passer. Et direction dans le Nord Kivu, l'armée congolaise a présenté 3 hommes en tenue militaire qui se faisaient passer pour des gardes républicaines. Ces derniers sont cités dans plusieurs bavures présumées pour salir l'image de l'armée, ainsi précisé le porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko. Les précisions dans cet élément. Ces 3 jeunes gens, nous les avons arrêtés hier pendant que nos unités étaient en patrouille, hier très tard dans la soirée. La spécificité de le présenter aujourd'hui à la presse, c'est le fait que, comme vous l'avez constaté, ils sont en tenue militaire, plus précisément la tenue de la garde républicaine. Et vous êtes sans oublier que ces derniers temps, ici chez nous, à Goma, tous les crimes qui se commettent, on a tendance, n'est-ce pas, à attribuer cela aux forces armées de la République démocratique du Congo et plus particulièrement à la garde républicaine. Et c'est ici le lieu de vous dire qu'il y a toute une campagne contre les unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Laquelle campagne est bien préparée par l'ennemi de manière à créer une fissure entre les forces armées de la République démocratique du Congo et sa population. Aujourd'hui, nous vous présentons ces messieurs qui est en tenue de la garde républicaine, mais qui n'est pas du tout militaire. Qu'est-ce que nous voulons demander à la population? C'est d'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en liant, n'est-ce pas, les actes posés par des individus en tenue, 2 fois armés, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et toujours dans l'Est, l'information, c'est aussi cette crise politique interinstitutionnelle qui semble persister entre le gouvernement provincial du Sud Kivu et l'Assemblée provinciale. En effet, après 5 motions contre le gouvernement des Théongwabidje, les députés motionnaires ont cette fois saisi le parquet général près la Cour des cassations à Kinshasa pour déposer un dossier impliquant ou mettant en accusation le gouverneur Théongwabidje, récemment réhabilité par la Cour constitutionnelle. Les précisions dans cet élément des Guy Bafounier et Francine Misséando. C'est un contingent de députés provinciaux du Sud Kivu et d'officiels de l'organe délibérant qui s'est rendu à Kinshasa pour s'assurer du bon dépôt de la décision de l'Assemblée provinciale relative aux poursuites judiciaires contre Théo Kasingwabidje, gouverneur de la province du Sud Kivu. Cette décision a été soumise au parquet général près la Cour des cassations ce jeudi 20 avril 2023. Une action qui fait suite à la séance plénière du 13 avril 2023. Pour Jacques Kamanda, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, 17 charges pèsent contre les chefs de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Allons croire, la suspension de l'Assemblée provinciale par les vice-premiers ministres de l'Intérieur faisait suite aux actions antérieures de l'Assemblée provinciale. Après sanctions ratées contre les gouverneurs Théo Kasingwabidje, les députés motionnaires considèrent les gouvernements provinciaux comme démissionnaires et c'est suite à cette mise en accusation déjà déposée. Mettre en accusation un gouverneur, c'est remettre en cause sa gestion. C'est-à-dire, un gouverneur qui est là n'a pas été à mesure de répondre aux raisons qui ont fait que lui soit élu comme gouverneur. Et donc, c'est ça la mise en accusation pour des fautes, pour le détournement, pour la vente illicite des maisons de l'État, pour des infractions commises qui rentrent dans les chefs du gouverneur de province. C'est tout ça, c'est qui cause que l'Assemblée provinciale les mette en accusation. Et en réaction, dans un point de presse tenu le 20 avril 2023 dernier, le gouvernement provincial du Sud Kivu dit rejeter en bloc les allégations contenues dans les rapports de la Commission
spéciale de l'organe délibérant lors de la session extraordinaire. Notez que la situation politique s'est détériorée au Sud Kivu suite à la crise persistante au sein des institutions provinciales. À présent, ce questionnement que viserait cette nouvelle démarche entreprise par les députés provinciaux du Sud Kivu qui venaient de déposer un dossier auprès du parquet général près la Cour des cassations mettant en cause le gouverneur Théo Ngwabidje. Quelle issue pour ce dossier de justice? La question est analysée par maître Gabriel Makinga, avocat au barreau du Haut-Katanga, rencontré par Ghislain Bafounier et Prince Chingam. Il nous semble que c'est la majorité des députés qui ont décidé de cette mise en accusation de M. le gouverneur Théo Ngwabidje. Parce que ces derniers, leur souci sur le plan politique, c'est de voir le gouverneur hors le gouvernorat de la province au vu de sa mégestion que nous ne serons pas justifiés ici, c'est eux-mêmes qui connaissent cette situation. Mais sur le plan de droit, ils sont en droit de mettre en accusation le gouverneur. Pour le moment, le gouverneur ne doit pas faire un recours. Le gouverneur doit patienter qu'il soit signifié par la Cour de cassation et qu'il se présente en tant que tel et aller se défendre avec ses conseils et défendre ce droit. Et si la Cour de cassation arrivait à les condamner, à ce moment-là, comme c'est à la dernière instance, il n'aura pas de possibilité d'aller en recours, sauf le recours en termes de rectification de l'erreur matérielle, s'il y en aura, dans la décision qui viendra. Mais si la Cour de cassation se prononce contre le gouverneur Théo Ngwabidje, il n'aura pas de voie de recours, vu que c'est la dernière instance. Les autorités politiques ne devraient pas inféoder la justice lorsqu'il y a une démarche contre un gouverneur. Les autorités politiques devraient laisser la justice faire son travail et à la limite accompagner cette justice, quelle que soit la décision rendue, que la décision soit appliquée. Je fais allusion sur la décision qui a été rendue par les députés d'abord au niveau provincial et à la Cour constitutionnelle. La solution, c'est le député provincial et les autorités politiques à Kinshasa devraient se soumettre à la décision prise premièrement par le député de déchoir M. Théo Ngwabidje au vu des griefs qui lui ont été reprochés, et la Cour constitutionnelle ne devrait pas en principe s'impliquer pour rétablir ces derniers dans ce droit. Et parlons à présent de la journée mondiale de la créativité et de l'innovation célébrée ce 21 avril sur l'échiquier international. Comme chaque année, cette journée vise à promouvoir la collaboration entre différents secteurs, notamment le gouvernement, les universités ainsi que la société civile. L'autre objectif est aussi de stimuler l'esprit de l'innovation et de trouver des solutions créatives face aux défis mondiaux. Les précisions dans ce focus d'Aline Chabani. La journée mondiale de l'innovation et de la créativité est une journée importante qui célèbre la capacité des êtres humains à imaginer et à créer des solutions innovantes pour les défis de notre monde. Chaque année, le 21 avril, cette journée est célébrée pour encourager et inspirer les gens à être créatifs, à innover et à penser différemment. L'édition 2023 est une occasion particulière de célébrer l'innovation et la créativité dans un monde en constante évolution. En outre, la journée de l'innovation et de la créativité de cette année sera l'occasion de réfléchir sur l'impact de différentes innovations dans nos sociétés. Le progrès technologique rapide a eu des répercussions sur les emplois, la santé, l'environnement et la société en général. Il est donc essentiel de prendre en compte ces implications dans nos efforts d'innovation et de créativité et de trouver des solutions qui répondent aux besoins de tous. Malgré le fait que ces derniers mois, la créativité et l'innovation servent le dessein de la guerre dans de nombreuses régions du globe, elle devrait exclusivement servir à améliorer les quotidiens de ceux qui sont dans la pauvreté, à éradiquer la faim dans le monde et permettre de vivre plus simplement sur notre terre en ayant un impact moindre. Cela ne doit surtout pas servir des intérêts d'une petite minorité qui y voit le moyen de faire du profit à court terme sans penser aux conséquences sur le long terme. Comme nous l'explique le site des Nations Unies, la créativité alimente et se nourrit de nos idées et nos émotions ainsi que notre capacité à nous connecter, à remettre en question et à être compris.
Fin de ce journal Vespéral de ce vendredi. Madame, Messieurs, un immense remerciement pour tout ce qui l'avait suivi. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Déjà tout à l'heure, sur question d'actualité avec comme questionnement quel apport pourrait avoir ce projet de loi visant à la modification du code des procédures pénales dans le système judiciaire en RDC. Nous aurons à recevoir Maître Gabriel Makinga, avocat au barreau du Haut-Katanga. Question d'actualité, c'est dans un instant.